Denis Mukwege, bonjour. Euh, Bonjour madame. Quand on s'est engagé comme vous pour la reconnaissance des crimes du rapport Mapping, qu'est-ce qu'on ressent en une journée comme aujourd'hui? Je crois qu'il y a eu une évolution il y a 10 ans pratiquement que nous sommes engagés par rapport à ces rapports mapping et que nous croyons que nous avons une ferme conviction que ces crimes qui sont décrits dans ces rapports mapping ne peuvent pas rester impunis. Et aujourd'hui, nous avons ces sentiments qu'il y a un réveil de la population congolaise qui commence à se poser des questions par rapport à ces rapports mapping. Et effectivement, il faut absolument aboutir à ce que toute la population comprenne qu'on ne pourra pas faire la paix, qu'on ne pourra pas avoir un développement si on n'est pas à mesure de parler de notre passé et de pouvoir tout simplement se réconcilier. Et c'est la seule possibilité pour nous de passer à la réparation et construire un avenir meilleur. Pourquoi est-ce que aujourd'hui vous sentez justement ce réveil de la population congolaise? Vous pensez que c'est dû à quoi? Je crois que chaque chose prend peut-être son temps. Vous savez, la population congolaise, depuis plus de 20 ans, cette population vit dans un traumatisme très profond. Et finalement, le fait de ne pas s'exprimer, le fait de vivre dans une servitude volontaire, c'est puisque tout simplement, les bourreaux sont en liberté, ce sont les bourreaux qui parfois représentent l'administration, ils sont dans l'armée, ils sont dans la police, et vous pouvez très très bien comprendre qu'une population qui vit en contact de ces bourreaux en permanence puisse adopter parfois des comportements qui sont des comportements anormaux, les silences en fait, ou la peur tout simplement. Mais je crois que le fait que ces crimes sont restés impunis et que les bourreaux, ce sont aujourd'hui eux qui sont supposés assurer la sécurité de cette population, finalement la population peut se taire. Et pourquoi aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui nous avons quand même un momentum d'avoir un président qui a des mains propres par rapport à toutes ces violations graves de droits de l'homme, et que le fait qu'il a demandé à ce que son gouvernement puisse travailler sur les dossiers de la justice transitionnelle, ça peut permettre à certaines personnes qui vivaient dans la peur de sentir qu'il y a un espoir, il y a un dirigeant qui veut faire bouger les lignes, et ça peut déclencher ce que nous pouvons observer aujourd'hui par rapport à cette population meurtrie. Pourtant, Félix Tshisekedi a aussi promis de ne pas fouiner dans le passé. Et même s'il a écarté du commandement opérationnel 2 officiers considérés comme rouges par l'ONU, il ne les a pas radiés non plus de l'armée. Et il y en a toujours beaucoup à l'heure actuelle qui sont sur le terrain. Il faut commencer quelque part. Je crois qu'aujourd'hui, c'est très tôt pour juger. Je crois qu'il faut plutôt l'encourager. Et si on veut l'encourager, c'est montrer que c'est possible de pouvoir le faire. Nous savons qu'il y a des obstacles. Et ces obstacles, il faut avoir une population qui s'engage pour encourager également le président de la République d'aller de l'avant. Avant, il avait dit qu'il ne veut pas fouiner dans le passé. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une évolution du langage. Et nous accueillons ça positivement. Le gouvernement a élaboré 2 projets de décrets qui prévoient une justice transitionnelle justement sur la demande du président Tshisekedi. Pour l'instant, essentiellement, c'est une sorte de commission vérité et réconciliation, mais il n'y a pas de tribunal ou de chambre mixte prévue pour juger ces crimes. Est-ce que ça sera suffisant? Je crois que la commission réconciliation, ce n'est pas suffisant. Je crois que si on parle de la justice transitionnelle, il faut absolument qu'il y ait la vérité pour se construire une mémoire, pour pouvoir parler aux générations futures de ce qui s'est passé. Et c'est la seule façon aussi de pouvoir dire qu'il ne faudrait plus que cela puisse se répéter. Il faut absolument la justice. Et c'est seulement par la justice qu'on peut arriver à des réparations. Les victimes attendent des réparations. Je crois que
le mécanisme des justices transitionnelles ne peut pas se limiter à un point, et ça sera en fait une justice transitionnelle qui sera tout à fait incomplète et ne va pas résoudre le problème. Aujourd'hui, si nous déplorons des crimes qui continuent, pas plus tard que cette semaine, c'est de voir tous ces jeunes qui sont massacrés dans les rues de Lubumbashi, c'est tout simplement puisque les instigateurs qui envoient ces jeunes à la mort, ils sont tranquilles. Il n'y a personne qui les dérange. Et je crois que tant que ces gens qui sont à l'origine, donc qui sont instigateurs de ces crimes, seront tranquilles, ce n'est pas en faisant une réconciliation qu'on va arranger les choses. Et je crois que c'est très très important. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est comme si pour, en fait, passer des échelons dans l'armée, il faut montrer qu'on est capable de tuer ses compatriotes. Ça ne peut pas marcher. On ne devient pas général de l'armée puisqu'on a été en brousse, puisqu'on a tué, puisqu'on a violé. Il faut aller dans des académies militaires. Et je crois que si on ne change pas cette façon de faire, en fait, on sera dans un cercle vicieux de violence, puisque les gens vont tout simplement penser que la voie pour devenir un commandant militaire, il faut organiser un groupe armé, il faut tuer, il faut violer, il faut montrer qu'on est violent pour qu'on puisse vous appeler à une table de négociation. Ce n'est pas comme ça qu'on va construire ces pays, ce n'est pas comme ça qu'on va construire un état de droit. Un état de droit se construit sur des valeurs, et je crois que la plus grande valeur, c'est le respect de la vie humaine. Et pour moi, c'est très très important qu'il y ait aussi d'autres aspects de la justice transitionnelle et pas seulement la réconciliation. Justement, tant que d'anciens belligérants sont aux affaires, au sein de l'armée, dans les assemblées, également dans les cours de justice, est-ce que c'est vraiment possible de lutter contre l'impunité? Parce que cela semble être un problème un peu inextricable. Pour les juger, il faut une volonté politique, mais qui peut être difficile à trouver du côté de ceux qui ont commis ces crimes. Vous savez, nous n'allons pas inventer la roue en République démocratique du Congo. On sait très bien à quel point la justice transitionnelle a pu changer les choses dans plusieurs pays. Et là, pour ne citer que les pays africains, je vois l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Rwanda. Et je pense que pourquoi le Congo on doit avoir une attitude tout à fait contraire, espérer qu'on va changer les choses. 25 ans, c'est trop. 25 ans, c'est trop. On a essayé de cacher, on a essayé de mettre tous les rapports dans les tiroirs en espérant que le temps va arranger les choses. Le résultat est là. On n'a rien arrangé. Au contraire, la situation est explosive à l'est du Congo et nous devons agir vite. Et pour moi, après, les armes n'ont pas changé grand-chose. Les négociations n'ont rien changé. On ne va pas nous parler de la réconciliation sans pouvoir nous dire la vérité, sans pouvoir dire la vérité aux victimes. Et surtout, je crois, qu'ils voient quand même que leurs bourreaux ne vivent pas dans cette arrogance. Aujourd'hui, les victimes et les survivantes, ils sont devant leurs bourreaux qui sont très arrogants, qui les menacent, qui les intimident. Comment vous pouvez faire la réconciliation avec quelqu'un en armes qui a tué toute votre famille, qui a violé vos parents, qui a violé vos enfants, et on vous propose de faire une réconciliation alors que cette personne continue à vous dire « vous osez, vous verrez ce que je vais faire ». Je pense que l'impunité, on doit lutter contre l'impunité. Au Congo aujourd'hui, tout ce qu'on a essayé, les armes, les négociations n'ont rien donné. Maintenant, nous avons un outil très important, c'est la justice transitionnelle dans tous ses aspects, pas choisir quelques aspects puisque nous avons des députés qui se sont compromis. Un crime, c'est un crime. Quel que soit celui qui commet un crime contre l'humanité, un crime de guerre ou un crime de génocide, il n'y a pas d'autre solution que la justice. Si on commence à traiter ces crimes, ces violations graves de droits de l'homme de façon tout à fait différente, je pense que là, on s'expose à une répétition. Et là, nous sommes, en République démocratique, nous sommes un très très mauvais exemple de là où on a essayé de laisser l'impunité prendre place de la justice. Il faut la justice
pour construire la paix. Il faut la justice pour avoir un développement durable. Le contraire, c'est ce que nous vivons, le chaos total. La RDC de Félix Tshisekedi fait tout pourtant pour se rapprocher de ses voisins, assure même des médiations entre eux. Pensez-vous vraiment que Félix Tshisekedi puisse aujourd'hui soutenir la création d'une juridiction qui pourrait mettre en difficulté ses nouveaux alliés? Je pense qu'entre ses alliés et sa population, le choix doit être clair. Je crois que, à mon avis, ces alliés resteront des alliés s'ils acceptent quand même qu'on puisse parler, qu'on puisse dire la vérité par rapport à notre passé. Je ne vois pas comment on peut penser construire un avenir meilleur avec le voisin si on ne dit pas la vérité de ce qui s'est passé. Et là, si on veut construire de bonnes relations avec les voisins, je pense qu'il faut dire la vérité, il faut que la justice puisse trancher qui a fait quoi, et après ça, on peut passer à la phase de la réconciliation avec le voisin et se dire plus jamais ça. Le contraire, ça sera, on serait en train de nous mentir tout simplement et ça n'ira nulle part puisqu'on sait que dans ces cas-là, on ouvre la porte de la répétition. Mais est-ce que du coup, vous pensez que... parce que dans quelle mesure est-ce que vous attendez encore quelque chose de la communauté internationale? À vous entendre maintenant, il n'y a plus qu'un espoir, c'est que la République démocratique du Congo elle-même fasse ce travail de justice. Je crois que le travail de justice doit se faire à deux ou même plusieurs niveaux. D'abord, vous savez que la crise que connaît la République démocratique du Congo jusqu'à ce jour implique beaucoup de forces armées étrangères. Et donc, ces forces armées étrangères, même si on avait des juridictions nationales mixtes, on n'a pas toujours cette possibilité d'extradition des cas au cas où ils seraient interpellés. Donc, je crois que nous avons besoin d'avoir un tribunal pénal international, puisque d'abord, les crimes qui ont été commis avant 2002 ne peuvent pas... donc la CPI n'est pas compétente, ça c'est une vérité. Et puis deuxièmement, il y a tous les étrangers qui ont commis des crimes en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les conventions d'extradition ne permettent pas à ce que ces officiels des pays étrangers puissent être jugés en République démocratique du Congo. Et donc là, je crois, c'est le Conseil de sécurité qui doit prendre ses responsabilités par rapport aux crimes commis en République démocratique du Congo et créer un tribunal pénal international pour le Congo. Ça, pour moi, ça c'est la première étape. Deuxième étape, ou deuxième niveau, c'est au niveau national. Il y a beaucoup de crimes qui ont été commis par de forces armées ou de groupes armés congolais et qui doivent normalement, tous ces groupes armés, doivent répondre de leurs actes auprès de ces juridictions qui peuvent être des chambres mixtes au niveau de la République démocratique du Congo. Et je crois que le troisième niveau, il faut quand même amener à ce que la population puisse parler. Nous avons besoin de la réconciliation, nous avons besoin de la paix. Il faut qu'on puisse parler de notre passé pour construire notre futur. Et ça, ce sont les trois niveaux, à mon avis, et que si vraiment nous voulons mettre fin à ce qui se passe en République démocratique du Congo, il faut y travailler. Il y a aujourd'hui des veuves, des orphelins, il y a beaucoup, je suis en contact avec les victimes de violences sexuelles, des survivantes, qui ne demandent qu'une chose, qu'on puisse leur dire pourquoi c'est arrivé. Et je crois que les auteurs de ces crimes devraient au moins en parler. Nous ne prenons pas ni la vengeance, ni seulement une justice répressive. Nous voulons une justice réparatrice. On ne peut pas réparer sans pouvoir se dire la vérité. On ne peut pas réparer sans que finalement il y ait quelqu'un qui est capable, qui a, pas seulement capable, mais qui a la compétence de faire des enquêtes et savoir qui a fait quoi. Il peut y avoir des dérapages, les gens peuvent accuser à tort, etc. Donc il faut avoir des gens qui ont la compétence de faire la part des choses et de pouvoir permettre à ce que les bourreaux et les victimes et survivantes puissent se parler
Et je crois que c'est la seule façon, à mon avis, aujourd'hui, de construire la paix en République démocratique du Congo. Mais comment le faire comprendre au niveau de la RDC et de la communauté internationale? Parce que si ça fait 10 ans maintenant, depuis la sortie du rapport Mapping, que ces recommandations n'ont pas été mises en œuvre, qu'est-ce qui pourrait faire qu'aujourd'hui, d'un seul coup, cette communauté internationale se mette à réagir? Je crois que cette communauté internationale s'est tue pendant très longtemps, peut-être puisque la population congolaise était traumatisée, elle était intimidée et que la population congolaise ne s'exprimait pas. Mais je crois que à partir de ce 1er octobre, je vois par exemple l'Église du Christ au Congo qui lance une campagne de sensibilisation et de mobilisation. Et je pense qu'aujourd'hui, j'appelle le peuple congolais à demander à ce que justice soit faite. Je demande au peuple congolais de se lever. Personne ne le fera à notre place. C'est au peuple d'exiger que le droit soit dit. Et là, je vois très mal comment la communauté internationale ou même le gouvernement va continuer à échapper. Quand le peuple l'exige, le pouvoir doit s'exécuter. Vous êtes vous-même... C'est un pouvoir qui est... Oui, je vous écoute. Vous êtes vous-même victime en fait de ces crimes, docteur. Le 6 octobre 1996, votre hôpital, celui de l'Emera, est attaqué par des éléments qui se revendiqueront plus tard de l'AFDL de Laurent-Désiré Kabila. Vous êtes absent ce jour-là, mais votre personnel, vos patients, vos amis sont tués. Et à l'époque, ça ne provoque pas l'indignation que vous espériez. Je crois qu'aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est qu'il n'y a pas eu la réaction qu'il fallait. Tuer les malades dans leur lit, je crois que ça, c'est une des violations les plus graves des droits humains. Et je crois qu'on a gardé silence par rapport à ça. Et on peut voir aujourd'hui ce qui se passe en Syrie où les malades sont devenus des cibles puisque la communauté internationale s'était tue au Congo et aujourd'hui ça a tendance à se généraliser. Je pense que les crimes qui sont considérés comme des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, le monde ne devrait pas se taire puisque nous sommes tous concernés. Et le jour où nous gardons silence par rapport à ces crimes, nous savons tout simplement que nous ouvrons largement la porte pour que ce type de crimes puisse continuer. Et à l'Emera, aujourd'hui, j'ai rencontré il y a 2 semaines un fils de nos agents qui avait été tué à l'Emera. Et cet enfant me pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre tout simplement, puisqu'il a besoin de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Quand son père était mort, cet enfant, il avait seulement 6 ans, aujourd'hui c'est un adulte, mais qui veut savoir? Mais je ne peux pas répondre. Je crois qu'il faut absolument qu'il y ait des juridictions qui permettent à ce que les gens puissent penser leurs plaies, que les gens puissent faire les deuils, que les gens puissent finalement se dire on doit repartir du bon pied, on doit reconstruire notre pays. Mais si on ne donne pas de réponses, j'ai des agents ici qui ont perdu leurs parents à l'Emera. Ils n'ont même jamais vu le corps de leurs parents. Comment ils peuvent faire le deuil? Et ils savent très bien, les responsables de ces crimes, qui, eux, se promènent librement. Je crois qu'on ne peut pas chercher quelque chose et son contraire. On ne peut pas dire qu'on essaie de construire la paix en République démocratique du Congo et ignorer complètement les éléments fondamentaux pour construire la paix. Et je crois que la paix ne peut pas se construire sur le mensonge. La paix ne peut se construire que sur la vérité et que les auteurs des crimes puissent reconnaître leurs crimes et que tous les torts qui ont été commis aux victimes puissent être réparés. C'est la seule façon de pouvoir s'engager sur un véritable chemin de la paix. Donc, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'argent, il y a des millions, voire même des milliards qui sont investis en République démocratique du Congo, notamment dans la mission des Nations Unies au Congo. Vous pensez du coup que cet argent, cette stratégie de maintien de la paix est finalement poursuivie à pure perte? Il faut évaluer après 20 ans, il faut évaluer après 25 ans. Je crois que lorsque vous adoptez une stratégie, normalement, il faut arriver à un moment d'évaluer et pouvoir se dire, ce qu'on a fait, la bonne volonté est là.
Mais les résultats est tout à fait contraire de ce qu'on attendait. Et moi, je pense que ce qui manque dans tout ce que nous faisons pendant tous ces temps, c'est la justice. Puisque si les criminels sont toujours là, ils sont en liberté et qu'ils peuvent continuer à commettre des crimes, même si on essaie de faire la paix, je crois que cette paix-là, on ne l'aura jamais. Vous savez, hein, aujourd'hui, avec la neuroscience, on connaît de plus en plus comment ça fonctionne. Et je crois qu'aujourd'hui, nous savons très bien que des gens qui ont commis des crimes graves, eux-mêmes, ils sont traumatisés. Et ces personnes, souvent, ils vont avoir des flashbacks où ils ont envie de refaire la même chose. Et moi, je crois que si on ne s'occupe pas de ces problèmes et qu'on considère qu'on va tout simplement amener les gens à parler, on voit très bien qu'au Congo, à chaque fois qu'on négocie avec les groupes armés à l'Est, si on intègre 50 groupes armés dans l'armée, dans la vie civile, il y a 50 autres qui se créent puisqu'ils attendent aussi à voir la même chose. On ne peut pas continuer comme ça. C'est vraiment un cercle vicieux qui ne nous mène nulle part. Mais à partir du moment où les jeunes vont comprendre, que les instigateurs vont comprendre que lorsqu'on crée un groupe armé qui tue la population civile, on n'a pas sa place dans l'armée, on n'a pas sa place dans la police, on doit répondre de ces actes. Les gens vont se poser la question 2 fois avant de créer un groupe armé. Mais si ça devient un tremplin pour accéder au pouvoir, accéder à une position dans l'armée, je ne vois pas comment nous allons nous en sortir. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est clair que la MONUSCO, la communauté internationale, il faut repenser la procédure pour faire la paix en République démocratique du Congo. Parce que là, justement, c'était un peu l'objectif du rapport mapping. C'était vraiment de justement donner cette impulsion pour une justice en République démocratique du Congo, pour ne pas rester sur cette paix entre belligérants où justement les anciens qui ont participé à ces guerres se retrouvent à être à la tête de tous les leviers du pouvoir. C'était ça l'objectif du rapport mapping. Qu'est-ce qui peut être fait de plus que de compiler tous les crimes et de les poser sur la table comme ça a été fait à l'époque? Je crois que c'est là où nous disons que le Conseil de sécurité doit prendre ses responsabilités. Ces crimes ont été cartographiés par des experts. Ils n'ont pas raconté des histoires, des contes, des faits. Ils ont compilé des documents, ils ont parlé avec des témoins et ils ont apporté, en fait, au niveau des Nations Unies, des éléments qui devraient normalement déclencher un mécanisme judiciaire pour permettre à ce que toute la vérité soit connue et aller dans un processus de construction de paix en passant par une justice transitionnelle. Malheureusement, il y a eu des pays belligérants qui se sont opposés, qui ont fait des campagnes au niveau international. Et je trouve que si des pays vont commettre des crimes, et que ce soit eux qui deviennent arrogants pour empêcher les Nations Unies de faire son travail, d'exercer son mandat, là, ça remet en cause tous les systèmes donc de sécurité internationale qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut absolument que des États deviennent responsables. Lorsqu'on a commis des crimes, eh bien on a commis des crimes et on sait qu'il y a la loi, le droit international et humanitaire, il faut se soumettre aux règles. Il n'y a aucun pays qui devrait être au-dessus de la loi. Il n'y a aucune personne qui devrait être au-dessus de la loi. Et si nous voulons construire la paix en Afrique et dans le monde, je crois que la loi doit s'appliquer à tout le monde, à tous les pays et de la même façon. Vous pensez que la communauté internationale a été trop tolérante avec le Rwanda parce qu'après la catastrophe le génocide de 1994, il y a eu un élan au sein de la communauté internationale pour justement de culpabilité par rapport à ce génocide.
Mais est-ce que vous pensez que c'est allé trop loin et que finalement on en a oublié ou on en s'est mis à tolérer des crimes qui auraient dû être intolérables? Ben, ce qui s'est passé au Rwanda, c'est intolérable. Et je crois que la communauté internationale a pris la mesure de la gravité du génocide qui s'est passé au Rwanda. Et c'est regrettable ce qui s'est passé au Rwanda. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit se dire, ça ne doit plus se répéter. C'est ce que je viens de dire. Mais ça ne donne pas l'autorisation de commettre la même chose. Je pense que, quel que soit, je viens de dire, quel que soit celui qui commet un crime contre l'humanité, crime de guerre, il ne peut pas le justifier comme une forme de vengeance, puisque la vengeance ne règle absolument rien. Et je crois qu'en ce qui concerne la République démocratique du Congo, on n'est même pas dans ce contexte. Je trouve que ce qui s'est fait au Rwanda pour réprimer les crimes de génocide qui s'est commis au Rwanda ne peut pas empêcher à ce que les crimes commis en République démocratique du Congo ne soient pas réprimés. Je vais vous reposer la première question pour vous dire, quand on s'est engagé comme vous pour la reconnaissance des crimes du rapport Mapping, qu'est-ce qu'on ressent dans cette journée un peu particulière d'anniversaire après 10 ans? Je crois que ça donne quand même un sentiment qui est, pour moi aujourd'hui, c'est un sentiment mitigé. Mitigé puisque c'est incompréhensible que la communauté internationale ait lu ces rapports et que cette communauté internationale, qui est le Conseil de sécurité, ait décidé de mettre ces rapports dans un tiroir. Pour moi, c'est incompréhensible et ça pose la question quel monde nous voulons construire demain. De l'autre côté, je crois que le fait que le peuple congolais se met debout pour demander à ce que le Conseil de sécurité, que le gouvernement congolais puisse prendre les responsabilités par rapport à ces crimes pour permettre les Congolais de faire leur deuil, permettre aux Congolais de considérer ces crimes comme des crimes qui ne doivent plus se répéter. Donc, faire leur mémoire et se dire plus jamais ça. Je crois que cette évolution de la population congolaise est très très encourageante. Donc c'est un sentiment un peu mitigé entre l'inertie du Conseil de sécurité et du gouvernement congolais et ces réveils patriotiques du peuple congolais. Je dois aussi signaler une chose. C'est pour la première fois que je vois quand même aussi qu'il y a une mobilisation internationale. Je vous signale que dans plusieurs villes en Europe, aux États-Unis, ils vont aujourd'hui, demain, ils vont faire des manifestations. Malheureusement, avec la pandémie de la Covid-19, beaucoup ne vont pas se manifester publiquement, mais je crois qu'il y a beaucoup de conférences qui seront organisées demain. Et pour moi, je crois que c'est un premier pas pour dire au Conseil de sécurité, pour dire au gouvernement congolais, le peuple congolais a besoin de la justice. Et c'est seulement par la justice qu'on peut construire la paix. Et c'est cette paix qui va nous permettre d'avoir un développement durable. Mais c'est un peu grâce à vous, justement, cette mobilisation, notamment internationale. C'est aussi parce que vous avez finalement placé votre prix Nobel de la paix sous le signe de la fin de l'impunité autour des crimes du Mapping Report. Je crois que personnellement, comme prix Nobel de la paix, comment je peux continuer à garder ce titre honorifique si je ne travaille pas pour la paix dans la région? Et c'est pour cette raison que je vous dis, nous devons travailler ensemble. Au niveau national, nous devons faire des efforts. Au niveau régional, nous devons faire des efforts. Et ces efforts pour la paix ne doivent pas se traduire en des intimidations, en revanche, et exacerber cette situation d'insécurité. On a besoin de se parler, on a besoin de dire la vérité sur le plan national et sur le plan régional pour se projeter dans le futur et dire aux futures générations, il s'était passé des drames dans la région des Grands Lacs, aussi bien au Congo qu'au Rwanda, au Burundi, en Ouganda. Tous ces pays
ont été des pays martyrs. Il faut que cette histoire, nous l'écrivons et que nous puissions dire plus jamais ça. Et on ne peut pas le faire si certains refusent de dire la vérité. Si certains... On ne pourra pas avancer dans ces directions. Et moi, je pense que le prix Nobel que j'ai en 2018, j'ai mis ce prix Nobel en me disant j'ai souffert ayant vécu dans cette région, j'ai souffert de ce que j'ai vu dans toute cette région. Il s'est passé des choses graves et qu'on ne peut pas continuer à occulter la vérité. Il faut que notre histoire, nous puissions l'écrire, et il faut l'écrire en disant la vérité. On ne peut pas écrire une histoire sur le mensonge, sinon on s'expose à la répétition donc des crimes. Pourquoi est-ce qu'il faut publier les noms des auteurs de ces crimes? C'est un point sur lequel vous insistez beaucoup. Le rapport mapping dévoile les forces, en tout cas, qui en sont responsables. Qu'est-ce qu'apporterait le fait d'avoir les noms, d'éviter peut-être une globalisation sur certaines idées ou certains crimes? Je crois qu'on a publié le nom des victimes. On a publié le lieu où nous connaissons les victimes. Pourquoi on protège les bourreaux? Et je crois que pour moi, ça permet tout simplement aux bourreaux de continuer à commettre leurs atrocités, puisqu'ils les font dans l'anonymat. Si leur nom était publié, peut-être qu'ils réfléchiraient 2 fois avant de refaire la même chose. On sait très bien que dans la région, c'est toujours... ces bourreaux qui ont le pouvoir, ce sont ces bourreaux qui commandent, ce sont ces bourreaux. Quand on était avec vous à l'Éméra, vous rappelez que le commandant qui était à l'Éméra, à cette époque-là, c'est la même personne qui avait commandé pour commettre des crimes. Comment on peut soumettre la population à une telle torture? Je crois que ces noms doivent être connus pour que tout le monde sache qui a fait quoi. Et je pense que ça peut mettre beaucoup plus à l'abri les victimes que prétendre aujourd'hui que cacher ces noms, c'est pour protéger les victimes et les témoins. Au contraire, on sent très bien que cacher ces noms, ça permet aux bourreaux de continuer à commettre leurs sales besognes. Denis Mukwege, merci. Merci, Madame Sonia Relais.